Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie qui est la 7e d'une série destinée à tester vos compétences à exploiter des documents de biologie. Dans la précédente vidéo, nous nous sommes intéressés aux mitochondries de la cellule eucaryote en présentant leurs caractéristiques structurales, leur composition chimique et leur rôle de convertisseur d'énergie. Cette 7e vidéo prolonge l'étude des mitochondries en abordant les mécanismes qui permettent à ces organites de convertir l'énergie. Cette vidéo est subdivisée en deux grandes parties. Dans une première partie, je vous poserai 5 questions qui sont numérotées de 20 à 24. Et pendant toute cette première partie consacrée aux questions, vous pourrez repérer en haut à gauche de votre écran l'icône suivante qui vous signale qu'il faut prendre le temps d'observer les documents proposés, de réfléchir et de mobiliser vos connaissances. Interrompez la lecture de cette vidéo pour chacune des 5 questions posées afin d'avoir le temps de rédiger quelques lignes et de construire quelques schémas pour y répondre. Dans la seconde partie de cette vidéo, je vous présenterai les réponses aux 5 questions posées. Et l'icône suivante qui apparaît en bas à droite de votre écran vous signalera alors que vous êtes dans la partie correction de cette vidéo. Cette seconde partie me permettra aussi de reprendre les points importants de votre cours concernant le thème abordé par ces questions. Démarrons la première partie de cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir le contenu des questions 20 à 24 et des documents dont ceux qui sont présentés ici vont vous servir de support de départ afin de mobiliser et de présenter vos connaissances sur le thème que ces documents permettent d'aborder. La première question de cette vidéo est la question numéro 20. Cette question teste vos connaissances sur une molécule que j'appellerai la molécule grand A et dont vous avez ici représenté la formule chimique. Vous devez, dans un premier temps, identifier cette molécule en argumentant cette identification, puis, dans un second temps, vous devez présenter les caractéristiques de cette molécule, c'est-à-dire les liaisons particulières qu'elle possède, sa charge, son rôle essentiel, sa consommation dans la cellule et sa régénération. Faites une pause ici dans la lecture de la vidéo pour prendre le temps de répondre précisément à cette question numéro 20. Passons maintenant à la question numéro 21 dans laquelle vous devez expliquer et exploiter les données présentées ici et qui concernent deux couples redox importants. À partir de ces données, mais également à partir de vos connaissances, vous devez expliquer la notion de pouvoir réducteur. Il vous faudra donc rappeler ici, dans votre réponse, ce qu'on appelle une oxydation, une réduction, une équation d'oxydoréduction et un potentiel redox. Vous devez ensuite présenter le lien qui existe entre ces deux couples redox et la synthèse de la molécule A décrite dans la question précédente. Faites une pause ici dans la lecture de cette vidéo afin d'avoir le temps de répondre précisément à cette question 21. Voici maintenant l'intitulé de la question numéro 22. Le document de départ est la photographie suivante d'un élément que j'appellerai l'élément X. Cet élément est constitué par deux compartiments numérotés compartiment 1 et compartiment 2. Je vous demande dans cette question 22 de présenter, à partir de vos connaissances, l'ensemble des réactions qui ont lieu dans le compartiment 2 et qui permettent à l'élément X de générer un pouvoir réducteur tel que celui que vous avez présenté et défini dans la question précédente. Interrompez à nouveau ici la lecture de cette vidéo pour présenter, à partir de vos connaissances et également essentiellement sous la forme de schéma, les réponses précises à cette question.
Dans la question numéro 23, je vous demande d'utiliser ces deux documents et de faire appel à vos connaissances afin d'expliquer comment les membranes internes de l'élément X utilisent le pouvoir réducteur dont vous avez présenté la genèse dans la question précédente. Prenez, là encore, tout votre temps pour réfléchir à cette question, pour rédiger votre réponse et pour réaliser les schémas explicatifs que vous jugerez utiles. Nous parvenons à l'intitulé de la dernière question de cette vidéo. Cette question numéro 24 est une question de synthèse sur la respiration cellulaire. Vous devez résumer ici l'ensemble des mécanismes que les 4 questions précédentes vous ont amené à présenter. Et pour vous aider à établir cette synthèse, ce schéma vous servira ici de support à compléter. Présentez aussi dans votre réponse l'équation bilan de la respiration cellulaire, par exemple à partir d'une molécule de glucose. Interrompez une dernière fois la lecture de cette vidéo et prenez le temps de faire apparaître dans votre réponse les notions importantes qui concernent le processus de respiration cellulaire. Démarrons maintenant la seconde partie de cette vidéo consacrée à la correction des questions 20 à 24. Et ne poursuivez la lecture de cette vidéo que lorsque vous aurez réfléchi suffisamment aux 5 questions précédentes et que vos réponses écrites vous sembleront complètes et satisfaisantes. Dans la question numéro 20, je vous demandais d'identifier de façon argumentée la molécule A à partir de la formule chimique de cette molécule. Vous deviez également présenter dans votre réponse les principales caractéristiques de cette molécule A. Cette molécule contient à la fois du carbone et de l'hydrogène. Il ne s'agit donc non pas d'une molécule minérale, mais d'une molécule organique. Cette molécule A est composée d'une base azotée, d'un sucre à 5 atomes de carbone, c'est-à-dire d'un pentose, et de 3 groupements phosphates, qu'on appelle aussi des groupements phosphorylés. Une molécule constituée d'une base azotée, d'un pentose et de groupements phosphates est un nucléotide. La molécule A fait donc partie des nucléotides. La base azotée de ce nucléotide présente 2 cycles. Il s'agit donc d'une base azotée purique, telle que l'adénine ou la guanine. Et cette base azotée ne contient pas d'atomes d'oxygène. Il ne s'agit donc pas d'une guanine, mais d'une adénine, qui est la seule base azotée des acides nucléiques ne contenant pas d'atomes d'oxygène. Le pentose contient une fonction OH sur son carbone 2'. Il s'agit donc non pas du désoxyribose présent dans les nucléotides de l'ADN, mais d'un ribose qu'on trouve par exemple dans les nucléotides des ARN. Ce nucléotide contenant un ribose est donc un ribonucléotide. L'association d'une base azotée et d'un ribose ou d'un désoxyribose constitue un nucléoside. Le nucléoside ici est composé par l'association d'une adénine et d'un ribose. Un tel nucléoside est appelé l'adénosine. Et donc cette molécule A est constituée par une adénosine que j'entoure ici, liée à 3 groupements phosphates. La molécule A qui était à identifier est donc l'adénosine triphosphate ou molécule d'ATP. Notons que les 3 groupements phosphates nommés alpha, bêta et gamma sont porteurs de charges négatives et ils ont donc tendance à se repousser les uns les autres. La molécule d'ATP a la particularité de présenter 2 liaisons covalentes riches en énergie qui sont les 2 liaisons phosphoanhydres qui apparaissent ici et qui sont des liaisons entre phosphate alpha et phosphate bêta pour l'une et entre phosphate bêta et phosphate gamma pour l'autre.
Ces liaisons phosphoanhydres sont instables à cause de la répulsion entre charges négatives. Et la rupture de ces liaisons par hydrolyse va libérer de l'énergie, ce qui n'est pas le cas de la liaison covalente phosphoester qui unit le phosphate alpha au ribose. Donc, contrairement aux deux liaisons phosphoanhydres qui sont des liaisons riches en énergie, la liaison phosphoester n'est pas une liaison riche en énergie. La formation d'une liaison riche en énergie, telle que les deux liaisons phosphoanhydres de l'ATP, va consommer de l'énergie et la rupture d'une telle liaison va libérer au contraire de l'énergie. La molécule d'ATP est une molécule portant 4 charges négatives qui sont portées par les groupements phosphate et donc on peut écrire ATP 4- pour représenter ici cette molécule d'ATP. L'ATP est une petite molécule polaire, hydrophile et chargée. Elle constitue un anion organique et la bicouche lipidique des membranes lui est donc imperméable. L'ATP est une petite molécule énergétique universelle de la bactérie à l'homme. Elle représente la forme d'énergie directement utilisable par les cellules. Mais l'ATP n'est pas la molécule la plus riche en énergie que l'on puisse trouver dans une cellule. Elle a en fait une position intermédiaire parmi les molécules à potentiel de transfert de groupement phosphoryle, et c'est cette position intermédiaire de l'ATP qui fait de cette molécule un vecteur d'énergie dans les cellules. L'adénosine triphosphate ou ATP ou ATP4- ne représente pas une réserve d'énergie pour la cellule. L'ATP est en effet une molécule continuellement consommée et continuellement régénérée à l'intérieur de la cellule. Il existe dans les cellules un cycle continu au cours duquel l'ATP se forme par phosphorylation, puis au cours duquel cet ATP est consommé par hydrolyse. L'hydrolyse de l'ATP va consommer une molécule d'eau et au cours de cette réaction d'hydrolyse, il va y avoir rupture d'une liaison riche en énergie et plus précisément de la liaison entre le phosphate bêta et le phosphate gamma. L'hydrolyse d'une molécule d'ATP aboutit à la production des deux molécules qui sont représentées ici. Cette hydrolyse conduit d'une part à la libération d'une molécule d'adénosine diphosphate ou ADP qui ne contient, comme son nom l'indique, plus que 2 groupements phosphate au lieu des 3 de l'ATP. Cette molécule d'adénosine diphosphate ou ADP porte 3 charges négatives sur ces groupements phosphate. La molécule d'ADP peut donc aussi être écrite ADP3- si on fait apparaître ces charges. La molécule d'ADP porte donc moins de charges négatives que la molécule d'ATP. La molécule d'ADP est aussi plus stable que l'ATP. L'autre molécule libérée par hydrolyse de l'ATP est le phosphate inorganique ou PI, c'est-à-dire un ion phosphate chargé négativement et qui n'est pas lié à une molécule organique. Cette réaction d'hydrolyse de l'ATP va libérer de l'énergie. Notons que dans certains cas, l'hydrolyse de l'ATP peut être plus poussée et elle aboutit alors à la formation d'adénosine monophosphate ou AMP. Dans ce cas, les deux liaisons riches en énergie de l'ATP ont été rompues, ce qui va libérer 2 fois plus d'énergie que lors de l'hydrolyse de l'ATP en ADP. L'hydrolyse de l'ATP en AMP libère aussi un anion pyrophosphate ou PPI qui conduira ensuite à la formation de 2 molécules de phosphate inorganique. Mais revenons sur la réaction d'hydrolyse de l'ATP en ADP qui est une réaction très importante dans les cellules. En effet, cette réaction d'hydrolyse de l'ATP en ADP, que j'appellerai la réaction numéro 1, peut fournir l'énergie nécessaire
à la réalisation d'une autre réaction que j'appellerai la réaction numéro 2. La réaction numéro 2 nécessitant, elle, un apport d'énergie extérieure. Et on dira que la réaction numéro 2 est couplée à la réaction numéro 1, qui est la réaction d'hydrolyse de l'ATP. Sans la réaction d'hydrolyse de l'ATP, la réaction numéro 2 ne peut pas se réaliser. On peut illustrer un tel couplage réactionnel avec l'exemple de la glycolyse. Rappelons que la glycolyse est un processus qui se déroule dans le cytoplasme de la cellule et au cours duquel une succession de réactions enzymatiques permettent de dégrader une molécule de glucose, c'est-à-dire une molécule à 6 atomes de carbone, en 2 molécules de pyruvate, qui sont des molécules à 3 atomes de carbone. L'hydrolyse de l'ATP va permettre la réalisation de 2 des réactions du début de la glycolyse, ces 2 réactions consommant donc chacune une molécule d'ATP pour pouvoir se réaliser. Ainsi, la cellule investit de l'énergie pour amorcer le processus de glycolyse. D'une façon générale, on retiendra que l'ATP est en permanence hydrolysé pour subvenir aux besoins énergétiques de la cellule. Et par conséquent, pour faire face à cette utilisation permanente, l'ATP va aussi être continuellement régénéré dans la cellule par une réaction de phosphorylation de l'ADP en ATP. Cette réaction nécessite au contraire un apport d'énergie. Diverses sources possibles d'énergie peuvent autoriser cette réaction de synthèse de l'ATP. Ainsi, la transformation d'un métabolite, c'est-à-dire d'un substrat, au cours du catabolisme, qui est un ensemble de réactions de dégradation, va permettre une phosphorylation liée au substrat. Dans ce cas, l'énergie nécessaire à la phosphorylation de l'ADP provient de la déphosphorylation d'un substrat organique. Par exemple, des réactions de la fin de la glycolyse permettent de produire 4 molécules d'ATP par phosphorylation liées au substrat. Et en tenant compte des 2 ATP consommés au début de la glycolyse, le bilan en ATP de ce processus de glycolyse est donc de 2 ATP produits à partir d'une molécule de glucose. Les réactions d'oxydoréduction peuvent aussi fournir l'énergie nécessaire à la phosphorylation de l'ADP en ATP par un processus appelé la phosphorylation oxydative, processus que nous allons décrire par la suite, car la mitochondrie utilise ce type d'énergie pour synthétiser l'ATP. Dans la question 21, il fallait se servir des données concernant 2 couples redox, le couple NAD+NADH et le couple O2H2O. Ces données permettaient d'aborder les notions de demi-équation d'oxydoréduction et de potentiel redox, notions dont on aura besoin ensuite dans les 2 questions suivantes pour expliquer comment la mitochondrie peut produire de l'ATP. Pour exploiter ces données, revenons sur quelques notions fondamentales concernant les oxydoréductions. J'ai fait apparaître ici en vert les composés qui sont des réducteurs ou qui sont sous forme réduite. C'est le cas du NADH et de H2O. De tels composés sont des donneurs d'électrons. J'ai fait apparaître ici en rouge les composés qui sont des oxydants ou qui sont sous forme oxydée. C'est le cas du NAD+, ou du dioxygène. De tels composés sont des accepteurs d'électrons. Le couple NAD+NADH et le couple dioxygène-H2O constituent des couples redox jouant un rôle essentiel dans les mécanismes énergétiques qui se produisent dans la mitochondrie. Le premier couple, NAD+NADH, est un coenzyme dont le rôle est de transporter des électrons et des protons. Dans ce couple, le NAD+ est la forme oxydée, le NADH la forme réduite. Un autre coenzyme ayant aussi le rôle de transporteur d'électrons et de protons est le couple FAD-FADH2, qui est également impliqué dans le fonctionnement de la mitochondrie. Dans ce couple redox, le FAD est la forme oxydée et le FADH2 sa forme réduite.
on peut écrire pour chaque couple redox sa demi-équation d'oxydoréduction au cours de laquelle le composé A sous sa forme réduite passe sous sa forme A+, c'est-à-dire sous sa forme oxydée, en libérant un électron. Les données qui accompagnaient la question 21 et que j'entoure ici présentaient les demi-équations d'oxydoréduction des couples NAD+, NADH et dioxygène, H2O. Ces données permettaient aussi d'évoquer la notion de potentiel redox. Un couple redox A+A est caractérisé par son potentiel redox nommé E0 et exprimé en volts. Plus la valeur du E0 d'un couple est faible, plus le réducteur de ce couple est fort. Et plus la valeur du E0 d'un couple est forte, plus l'oxydant de ce couple est fort. On voit par exemple ici que le potentiel redox du couple NAD+, NADH est plus faible, moins 0,32 volts, que celui du couple dioxygène H2O qui est de plus 0,82 volts. Donc le NADH est un réducteur plus fort que H2O et le dioxygène est un oxydant plus fort que le NAD+. À partir de deux couples redox, AA+, BB+, on peut écrire leur équation globale d'oxydoréduction au cours de laquelle A est oxydé, c'est-à-dire qu'il perd des électrons, tandis que B+, est au contraire réduit, c'est-à-dire qu'il gagne les électrons cédés par A. Les électrons vont circuler spontanément du réducteur du couple ayant le potentiel redox le plus faible, en valeur algébrique, vers l'oxydant de l'autre couple, et cette réaction libère alors de l'énergie. On pouvait ainsi écrire, à partir des demi-équations qui étaient données, l'équation globale d'oxydoréduction des deux couples présentés dans la question 21. Et la comparaison que nous venons de faire de leur potentiel redox nous permettait d'écrire cette équation dans son sens spontané. Dans cette équation qui est écrite ici, c'est le réducteur le plus fort, c'est-à-dire le NADH, qui cède ses électrons, et c'est l'oxydant le plus fort, c'est-à-dire le dioxygène, qui accepte les électrons cédés par le NADH. Cette équation globale, au cours de laquelle le NADH est oxydé en NAD+, et le dioxygène est réduit en H2O, s'effectue spontanément dans la mitochondrie, et cette réaction va libérer de l'énergie. En fait, cette réaction globale d'oxydoréduction entre les deux couples, NAD+, NADH et dioxygène H2O, va se faire par une succession d'étapes. Cette réaction globale est donc fractionnée, ce qui va nécessiter la mise en jeu d'autres couples redox intermédiaires qui constituent les éléments de la chaîne respiratoire. Je vous ai présenté dans la précédente vidéo les constituants de cette chaîne respiratoire présente dans la membrane interne de la mitochondrie. Ce fractionnement de la réaction globale d'oxydoréduction évite ainsi que toute l'énergie soit inutilement transformée en chaleur. Un déplacement d'électrons va donc se faire spontanément le long de la chaîne respiratoire du NADH au dioxygène, c'est-à-dire dans le sens des potentiels redox croissants, un peu comme si les électrons du NADH étaient situés tout en haut d'une colline énergétique et qu'ils descendaient progressivement de cette colline pour parvenir finalement au dioxygène qui est situé au point le plus bas de cette colline énergétique. De l'énergie est ainsi libérée de façon fractionnée tout le long de cette chaîne respiratoire. Ce transfert spontané d'électrons va libérer de l'énergie que la mitochondrie utilisera pour phosphoryler de l'ADP en ATP par un processus de phosphorylation oxydative que nous présenterons dans la question 23. La production par la mitochondrie de coenzymes réduits tels que le NADH représente un pouvoir réducteur, c'est-à-dire une forme d'énergie. La question 22 qui suit
consistait à expliquer comment la mitochondrie génère ce pouvoir réducteur. Et dans la question 23, il fallait expliquer comment la mitochondrie utilise ensuite ce pouvoir réducteur. Dans la question 22, il fallait d'abord identifier l'élément X, observé ici en microscopie électronique à transmission. Sur cette électronographie, de fausses couleurs ont été ajoutées afin de faire apparaître en rouge l'élément X central. On pouvait repérer en violet des ribosomes présents à l'intérieur du cytoplasme. Cet élément X, dont le diamètre est d'environ 1 micromètre, est limité par deux membranes et sa membrane interne forme de nombreux replis. L'élément X est une mitochondrie dont je vous ai déjà présenté l'ultrastructure dans la précédente vidéo. On peut voir également sur cette électronographie une partie de trois autres mitochondries apparaissant ici en couleur brune. Les deux membranes de la mitochondrie limitent deux compartiments différents. Le compartiment 1 est un étroit espace situé entre les deux membranes mitochondriales et par conséquent on l'appelle l'espace intermembranaire. Le compartiment 2 est un espace plus grand, limité par la membrane interne dont les nombreux replis forment les crêtes. Ce compartiment 2 est appelé la matrice. Dans la réponse à cette question 22, il s'agissait donc de présenter l'ensemble des réactions qui ont lieu dans la matrice et qui permettent à la mitochondrie de générer un pouvoir réducteur. Nous allons par conséquent présenter ici les réactions biochimiques, parfois complexes, qui ont lieu à l'intérieur de la matrice et qui permettent à la mitochondrie de produire des coenzymes réduits de type NADH et FADH2. Ces processus biochimiques sont des réactions d'oxydation de substrats organiques couplées à la réduction de coenzymes. Et comme ces réactions d'oxydation de substrats organiques conduisent aussi à leur dégradation, on parlera de catabolisme oxydatif. Je vous rappelle que le catabolisme est l'ensemble des réactions de dégradation moléculaire et qu'il s'oppose à l'anabolisme qui est l'ensemble des réactions de synthèse. Le catabolisme et l'anabolisme sont les deux composantes du métabolisme. La question 22 avait donc pour finalité de vous faire exposer le catabolisme oxydatif matriciel. Une des origines des coenzymes réduits est le catabolisme oxydatif des acides gras qui a lieu dans la matrice de la mitochondrie. Les acides gras sont des nutriments lipidiques très énergétiques. Nous avons vu dans la précédente vidéo que les acides gras sont d'abord activés en acyl-CoA, c'est-à-dire acylcoenzyme A, grâce à une enzyme de la membrane mitochondriale externe, ce qui permet la libération d'acyl-CoA dans l'espace intermembranaire. Cette activation des acides gras en acyl-CoA nécessite l'hydrolyse de l'ATP en AMP et l'intervention du coenzyme A ou CoA, lequel est un coenzyme de transfert de groupement acylin. La membrane interne de la mitochondrie porte trois protéines représentées ici, deux transférases et une translocase, chargées de faire passer l'acyl-CoA dans la matrice. Ce transfert fait aussi intervenir une petite molécule organique appelée la carnitine et qui sert ici de navette. L'acyl-CoA va ensuite être oxydé et dégradé dans la matrice par les enzymes de l'hélice de Linen. L'hélice de Linen, ou la bêta-oxydation des acides gras, est une spirale de dégradation des acyl-CoA ayant lieu dans la matrice mitochondriale. Chaque tour d'hélice libère 4 molécules. Il libère un FADH2, il libère un NADH, il libère un acyl-CoA raccourci de 2 atomes de carbone et qui subira de nouveaux tours de spire jusqu'à sa dégradation complète, et il libère un acétyl-CoA composé de 2 atomes de carbone et qui rejoindra le cycle de Krebs que je vous présenterai tout à l'heure.
L'hélice de Linen produit donc des coenzymes réduits, un FADH2 et un NADH, et cette hélice de Linen constitue donc une des sources du pouvoir réducteur généré par la mitochondrie. L'hélice de Linen génère non seulement un pouvoir réducteur, mais elle génère aussi de l'acétyl-CoA, qui constitue un produit également important du catabolisme oxydatif des acides gras. Cet acétyl-CoA est un des produits essentiels du catabolisme matriciel des lipides, mais il est en fait le produit commun non seulement du catabolisme des acides gras, mais aussi du catabolisme des glucides et, dans une moindre mesure, du catabolisme des acides aminés. En effet, certains acides aminés, tels que la leucine, l'isoleucine et la thréonine, peuvent être directement dégradés en acétyl-CoA. D'autres acides aminés, comme la lysine, la tyrosine, le tryptophane et la phénylalanine, sont dégradés d'abord en acétoacyl-CoA, puis transformés en acétyl-CoA. Et surtout, le pyruvate, qui est le produit terminal de la glycolyse, sera converti dans la matrice mitochondriale en acétyl-CoA. Nous avons vu que le pyruvate est une molécule à 3 carbones produite dans le cytosol par la glycolyse. Notons que le pyruvate peut aussi être formé par transformation de certains acides aminés tels que la sérine et l'alanine. Le processus de glycolyse produit à partir d'une molécule de glucose 2 pyruvates, 2 ATP et 2 NADH. Nous avons déjà vu dans la précédente vidéo que le pyruvate issu de la glycolyse ou issu de la transformation de certains acides aminés va passer du cytosol à la matrice mitochondriale grâce à la porine de la membrane externe, puis grâce au sympore pyruvate proton de la membrane interne. Puis dans la matrice, le pyruvate est ensuite converti en acétyl-coenzyme A par une réaction que je vais vous présenter dans un instant. Comme nous le voyons à nouveau sur ce schéma, l'acétyl-coenzyme A est le produit vers lequel converge le catabolisme des glucides, le catabolisme des acides aminés et le catabolisme des acides gras. Ce schéma présente l'étape de conversion du pyruvate en acétyl-CoA. Le pyruvate, issu de la glycolyse ou de la transformation de certains acides aminés, va subir dans la matrice de la mitochondrie une décarboxylation oxydative grâce à un complexe volumineux à localisation matricielle qu'on appelle le complexe pyruvate déshydrogénase. Ce complexe est constitué par 3 enzymes représentées ici par 3 couleurs différentes. La première enzyme de ce complexe est une pyruvate déshydrogénase qui assure la décarboxylation du pyruvate, ce qui libère un CO2. La seconde enzyme de ce complexe est une transacétylase qui catalyse ensuite le transfert du groupement acétyl produit par la première réaction au coenzyme A, ce qui va permettre de produire un acétyl-coenzyme A. La troisième enzyme est une déshydrogénase qui catalyse une réaction d'oxydoréduction aboutissant à la libération d'un NADH. Ainsi, la décarboxylation oxydative d'une molécule de pyruvate va libérer dans la matrice un acétyl-CoA, un CO2 et un NADH. Cette décarboxylation du pyruvate constitue une première étape de la minéralisation de la matière organique. Notons aussi que cette étape matricielle de conversion du pyruvate en acétyl-CoA libère un NADH, donc elle contribue
également à la genèse par la mitochondrie du pouvoir réducteur. Insistons à nouveau sur le fait que, quelle que soit la nature du substrat organique de départ, le catabolisme matriciel converge finalement vers cette molécule qu'est l'acétyl-CoA, cette acétyl-CoA entrant ensuite dans un cycle de réaction que nous allons voir, qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est un cycle de 8 réactions successives qui se déroulent à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Ce cycle est aussi appelé le cycle du citrate, car la première réaction de ce cycle produit du citrate, une molécule à 6 atomes de carbone. Cette molécule de citrate est formée par la condensation de deux molécules, une molécule d'acétyl-CoA, qui contient 2 atomes de carbone et qui entre ainsi dans le cycle de Krebs, et une molécule à 4 atomes de carbone qu'on appelle l'oxaloacétate et que chaque cycle de Krebs génère par sa 8e et dernière étape. Les étapes 3 et les étapes 4 du cycle de Krebs constituent 2 réactions de décarboxylation oxydative, libérant chacune une molécule de CO2. Ces 2 étapes de décarboxylation assurent ainsi une minéralisation complète de l'acétyl-CoA de départ, puisque ce composé organique est formé de 2 atomes de carbone. Ces 2 étapes de décarboxylation sont aussi des étapes d'oxydation des substrats, si bien qu'elles permettent chacune de réduire un coenzyme, le NAD+, en NADH. La 5e étape du cycle de Krebs est une phosphorylation liée au substrat qui permet de libérer un GTP converti ensuite en ATP. Les étapes 6 et 8 sont des réactions de déshydrogénation des substrats organiques et ces oxydations sont à nouveau couplées à une réduction de coenzymes. Ainsi, l'étape 6 de conversion du succinate en fumarate, catalysée par la succinate déshydrogénase, va conduire à la réduction d'un FAD en FADH2. Notons que la succinate déshydrogénase fait partie du complexe 2 de la chaîne respiratoire et cette succinate déshydrogénase constitue la seule enzyme du cycle de Krebs à être liée à la membrane interne de la mitochondrie, toutes les autres enzymes du cycle de Krebs étant localisées dans la matrice. La 8e et dernière étape du cycle de Krebs permet la conversion du malate en oxaloacétate, ce qui boucle le cycle de Krebs en régénérant de l'oxaloacétate et conduit aussi à la réduction d'un NAD+ en NADH. Ce schéma résume le cycle de Krebs afin d'en tirer un bilan. Par acétyl-CoA entrant dans un cycle de Krebs, on obtient 2 molécules de CO2, on obtient 2 et 1, 3 NADH, on obtient un FADH2 et un ATP. Les coenzymes réduits, produits par le cycle de Krebs, constituent une partie très importante du pouvoir réducteur qui est généré dans la matrice mitochondriale. Le cycle de Krebs reçoit l'acétyl-CoA issu du catabolisme essentiellement des acides gras et du glucose, mais nous l'avons vu aussi de certains acides aminés. Le cycle de Krebs est donc une voie de convergence du catabolisme. Il est un carrefour du catabolisme. Mais le cycle de Krebs est aussi un carrefour de l'anabolisme. En effet, des composés organiques peuvent être synthétisés à partir de certaines molécules du cycle de Krebs. On peut résumer la réponse à la question 22 dans laquelle vous deviez présenter l'ensemble des réactions qui ont lieu dans la matrice et qui permettent à la mitochondrie de générer un pouvoir réducteur. On a donc vu que 3 types de réactions du catabolisme oxydatif ayant lieu dans la matrice mitochondriale participent à générer ce pouvoir réducteur. Ce sont d'une part les réactions d'oxydation de l'hélice de Linen, ce sont d'autre part les réactions de décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA et les réactions d'oxydation du cycle de Krebs. Notons que
le NADH produit par la glycolyse cytosolique peut aussi rentrer dans la matrice grâce à un système de navette qui est situé sur la membrane mitochondriale interne, et le NADH issu donc de cette glycolyse va pouvoir s'ajouter au pouvoir réducteur d'origine matricielle. Il s'agit donc ici d'un transfert vers la matrice mitochondriale d'un pouvoir réducteur qui est lui produit par la glycolyse dans le cytosol. Le pouvoir réducteur issu de la glycolyse, de l'hélice de Linen, de la décarboxylation oxydative du pyruvate et du cycle de Krebs représente l'essentiel de l'énergie chimique potentielle des nutriments de départ. Et il nous reste maintenant à expliquer comment la mitochondrie parvient à utiliser l'énergie chimique potentielle que représente ce pouvoir réducteur, ce qui faisait l'objet de la question numéro 23. Dans cette question 23, il fallait utiliser ces deux documents, ainsi que vos connaissances, pour expliquer comment les membranes internes de l'élément X utilisent ce pouvoir réducteur. Cet élément X, schématisé ici à gauche, présentant deux membranes dont la membrane interne est fortement repliée, était une mitochondrie. Les crêtes de cette mitochondrie sont perpendiculaires au grand axe de la mitochondrie. Une mitochondrie telle que celle-ci a une structure très classique et elle constitue en fait une mitochondrie à crête saculaire. Nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur la disposition des crêtes qui peut être différente dans d'autres mitochondries. Sur la membrane interne de cette mitochondrie sont représentées de très nombreuses sphères pédonculées qu'on appelle aussi les ATP synthase, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo et qui sont responsables de la synthèse d'ATP. Sur la partie droite était représentée la structure de cette ATP synthase. Dans cette question 23, il fallait donc expliquer comment le pouvoir réducteur généré par la mitochondrie était converti ensuite en ATP. Ce processus de conversion énergétique qui était représenté ici repose sur le fonctionnement de la membrane interne de la mitochondrie et plus précisément sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et celui des ATP synthase. Il s'agissait donc ici d'expliquer comment la chaîne respiratoire d'abord, puis les ATP synthase ensuite, convertissent l'énergie du pouvoir réducteur en ATP. Et nous verrons aussi à la fin du corrigé de cette question 23 que le pouvoir réducteur mitochondrial n'est pas seulement utilisé pour synthétiser de l'ATP. Les coenzymes réduits issus du catabolisme oxydatif, c'est-à-dire le NADH mais aussi le FADH2, vont être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire de la membrane mitochondriale interne. Cette chaîne est une suite de molécules membranaires placées dans un ordre de potentiel redox croissant. Les protéines de la chaîne respiratoire sont regroupées en 4 grands complexes multiprotéiques qui sont bien ancrés dans la membrane interne. Les 4 complexes de la chaîne respiratoire sont le siège d'un transfert d'électrons et le trajet des électrons est représenté ici par des flèches rouges. Dans la chaîne respiratoire, l'ubiquinone et le cytochrome C servent de transporteurs mobiles véhiculant les électrons d'un complexe à l'autre. Ainsi, l'ubiquinone, représenté ici en vert, permet de véhiculer des électrons des 2 premiers complexes au complexe 3. Le cytochrome C, qui est représenté ici en vert, va permettre de véhiculer des électrons du complexe 3 au complexe 4. Les complexes 1, 3 et 4 sont aussi des sites de translocation de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire, avec pour conséquence le gradient de protons qui est représenté ici. Ces sites de translocation de protons sont représentés ici par des flèches grises et nous reviendrons dans un instant sur l'origine et la conséquence de cette translocation de protons. La chaîne respiratoire permet le transfert spontané d'électrons
au cours de réactions d'oxydoréduction successives. Les électrons circulent le long de la chaîne respiratoire des donneurs initiaux d'électrons vers les accepteurs finaux d'électrons dans le sens des potentiels redox croissants. Les donneurs initiaux d'électrons sont le NADH et le FADH2, c'est-à-dire le pouvoir réducteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons vu que les molécules de NADH sont ici les molécules les plus réductrices, c'est-à-dire celles dont le potentiel redox est le plus petit. Le NADH est donc le premier composé à céder ses électrons. Le NADH est ainsi réoxydé au niveau du complexe 1. Le FADH2 est quant à lui réoxydé au niveau du complexe 2. Cette réoxydation des coenzymes réduits, NADH et FADH2, permet également l'entretien du cycle de Krebs et de l'hélice de Leyden, puisque ces coenzymes doivent être sous forme oxydée pour permettre la réalisation des réactions d'oxydation du cycle de Krebs et de l'hélice de Leyden. Comme le NADH est une molécule très réductrice, les électrons qui entrent dans cette chaîne ont une très haute énergie qu'ils vont progressivement perdre au cours de leur transfert le long de la chaîne respiratoire. Le FADH2 est une molécule moins réductrice que le NADH et elle libère donc des électrons moins énergétiques. L'accepteur final d'électrons est le dioxygène, qui est la molécule ici la plus oxydante, c'est-à-dire celle dont le potentiel redox est le plus grand. Au terme du transfert d'électrons le long de la chaîne respiratoire, le dioxygène se trouve finalement réduit en H2O. Les électrons circulent donc le long de la chaîne respiratoire des coenzymes réduits au dioxygène, c'est-à-dire dans le sens croissant des potentiels redox des différents composés de la chaîne respiratoire. Sur cette figure, les électrons circulent donc du haut vers le bas, puisque sur l'axe des abscisses, les valeurs de E0, le potentiel redox, augmentent quand on descend sur cet axe. Notons que l'oxydation du succinate en fumarate, qui est la 6e étape du cycle de Krebs, est réalisée par une enzyme du complexe 2 de la chaîne respiratoire, permettant au FADH2 libéré par cette réaction de céder ses électrons au complexe 2 de la chaîne respiratoire. Le transfert spontané de 2 électrons le long de la chaîne respiratoire dans le sens des potentiels redox croissants libère de l'énergie, ce qui va permettre aux complexes 1, 3 et 4 de pomper activement une dizaine de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Le fonctionnement de la chaîne respiratoire, alimenté par les coenzymes réduits, conduit donc à une translocation de protons. Le gradient de protons qui existe de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne et dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo est donc une conséquence du fonctionnement de la chaîne respiratoire. On a ici un couplage chimio-osmotique, c'est-à-dire un couplage entre une réaction chimique et un phénomène de transport. La réaction chimique est la réaction globale d'oxydoréduction permise par la chaîne respiratoire et au cours de laquelle le NADH est oxydé et le dioxygène est réduit. Le transport, couplé à cette réaction, est la translocation de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire, générant ainsi un gradient de concentration protonique. En résumé, l'énergie potentielle que représentent les coenzymes réduits, c'est-à-dire ce que nous avons appelé le pouvoir réducteur, est convertie, grâce à la chaîne respiratoire, en un gradient de protons entre les deux faces de la membrane interne de la mitochondrie. Ce gradient de protons emmagasine en quelque sorte l'énergie libérée par le transfert spontané d'électrons le long de la chaîne respiratoire. On parle en fait de gradient électrochimique de protons car deux gradients sont associés. On a d'une part un gradient électrique entre les deux faces de la membrane interne, puisque
chaque proton est porteur d'une charge positive. On peut dire que la membrane interne présente un potentiel de membrane qui est appelé ici delta V. Il existe une différence de potentiel entre les deux faces de la membrane interne de la mitochondrie. La face de la membrane interne qui est exposée à l'espace intermembranaire, c'est-à-dire le côté où sont stockés les protons, cette face est donc électropositive par rapport à la face qui est tournée vers la matrice. Cette différence de potentiel est d'environ 160 mV. C'est une différence de potentiel importante. Par conséquent, les protons seront soumis à une importante force dite électrique qui tend à les ramener vers le côté électronégatif de la membrane interne, puisque cette face de la membrane est électriquement opposée aux protons. La force électrique à laquelle sont soumis les protons est représentée ici en bleu et elle tend donc à ramener les protons vers la matrice. On a d'autre part un gradient chimique, c'est-à-dire une différence de concentration en protons de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne. Nous avons vu dans la précédente vidéo que le pH matriciel était de 8 contre un pH de 7 dans l'espace intermembranaire. Ce gradient de pH, ou delta pH, qui existe entre les deux faces de la membrane interne, correspond donc à une unité de pH. La force due au gradient de concentration en protons est représentée ici en vert. Elle est plus petite que la force électrique due au potentiel électrique, mais cette force tend aussi à ramener les protons vers la matrice pour réduire ce gradient chimique. La superposition de ces deux gradients, gradient électrique et gradient chimique, est donc à l'origine d'un gradient électrochimique de protons, lequel représente une réserve potentielle d'énergie. La force proton motrice est la force qui résulte de la superposition de la force électrique et de la force osmotique. Cette force proton motrice va entraîner le retour passif des protons dans la matrice et les ATP synthase vont utiliser cette force proton motrice pour produire de l'ATP. Le gradient électrochimique de protons généré par la chaîne respiratoire est à l'origine d'un retour passif des protons au travers des ATP synthase. Le gradient de protons est représenté ici par ce triangle gris et le retour passif des protons de l'espace intermembranaire vers la matrice est représenté sur ce schéma en pointillé. Les ATP synthase, qu'on appelle aussi les complexes F0, F1, vont catalyser la phosphorylation de l'ADP en ATP couplé à ce flux passif de protons. 3 ou 4 protons doivent traverser l'ATP synthase pour permettre la production d'une molécule d'ATP. La question 23 était également accompagnée de ce document présentant la structure de l'ATP synthase. Cette enzyme s'organise en un complexe protéique constitué par plusieurs sous-unités polypeptidiques. Ce complexe protéique est ancré à la membrane mitochondriale interne. L'observation de ce complexe en microscopie électronique lui a valu d'abord le nom de sphère pédonculée parce que ce complexe est formé par deux parties, un pédoncule inséré dans la membrane interne et qu'on appelle la partie F0 et une tête sphérique qu'on appelle la partie F1. Le schéma de gauche présente la structure générale de l'ATP synthase ainsi que le détail des parties F0 et F1. Le schéma en haut à droite présente une coupe transversale de la partie F1. Cette coupe est en fait au niveau des pointillés qui apparaissent ici sur le schéma de gauche. La partie F0, représentée ici en vert, est donc la partie membranaire de l'ATP synthase. Cette partie F0 est constituée par 13 sous-unités, dont une sous-unité A visible ici sur le schéma de gauche,
un dimère constitué par les sous-unités B et B', visibles ici, qu'on peut voir également ici, et puis 10 sous-unités C, dont on voit seulement 5 ici de face sur ce schéma. Les 5 autres sous-unités seraient visibles si on observait l'ATP synthase sur son autre face, c'est-à-dire dans un plan situé en arrière du plan de représentation. Le dimère de sous-unités B et B' relie la partie F0 à la partie F1. Les 10 sous-unités C forment un manchon hydrophobe qui assure l'insertion de ce complexe protéique à la membrane mitochondriale interne. La sous-unité A est accolée à ce manchon. Nous avons vu que les protons, représentés ici en orange, s'accumulent à l'intérieur de l'espace intermembranaire suite à leur translocation permise par la chaîne respiratoire. Les protons, stockés dans l'espace intermembranaire, vont d'abord entrer dans la sous-unité A par un conduit qui est représenté ici. Ces protons vont interagir ensuite avec les sous-unités C au niveau d'une poche qui est représentée ici. Puis ces protons vont ressortir par un autre conduit de la sous-unité A pour parvenir ainsi à l'intérieur de la matrice 1. Donc les protons qui avaient été transloqués activement de la matrice vers l'espace intermembranaire lors du fonctionnement de la chaîne respiratoire vont revenir passivement dans la matrice à travers ce conduit à protons qui est présent dans la sous-unité A de la partie F0 de l'ATP synthase. La partie F1 de l'ATP synthase est exposée à la matrice. Elle est composée de 9 sous-unités, dont 3 sous-unités alpha qui sont représentées ici en bleu, 3 sous-unités bêta qui sont représentées ici en rouge, une sous-unité gamma axiale représentée ici en orange, une sous-unité delta périphérique qui est représentée ici en bleu clair, et une sous-unité epsilon qui est représentée en mauve et qui est située à la base de l'axe gamma. Notons que les sous-unités C de la partie F0 ainsi que la sous-unité gamma de la partie F1 sont des pièces mobiles qui peuvent tourner et la rotation de ces sous-unités mobiles est indiquée ici par ces deux flèches. Notons qu'une sous-unité alpha et une sous-unité bêta de la partie F1 sont reliées à la partie F0 par le biais des sous-unités de type delta et gamma. Les sous-unités alpha et bêta de la partie F1 sont regroupées autour d'une cavité centrale, cavité occupée par la sous-unité axiale gamma. La couronne de sous-unités alpha et bêta est formée en fait par une alternance sous-unité alpha, sous-unité bêta, et ces sous-unités sont disposées symétriquement par rapport à un axe de symétrie qui est perpendiculaire à la membrane et qui passe par la sous-unité gamma. Notons que les sous-unités bêta vont jouer un rôle très important parce qu'elles possèdent un site catalytique responsable de la phosphorylation de l'ADP en ATP. Lors du fonctionnement de l'ATP synthase, les 3 sous-unités bêta de la partie F1 vont passer par 3 conformations successives. La première conformation est l'état ouvert. Le site catalytique de bêta est alors vide, mais il présente d'une part une forte affinité pour l'ADP et le phosphate inorganique, et d'autre part une faible affinité pour l'ATP. La deuxième conformation de bêta est l'état resserré. Le site catalytique est alors occupé par l'ADP et le phosphate inorganique. La troisième conformation est l'état fermé, où le site catalytique présente une forte affinité pour l'ATP qui vient de se former. Notons que dans une machine mécanique ou une machine électrique, la partie fixe est appelée le stator et elle interagit avec la partie qui tourne qu'on appelle le rotor. Nous allons voir que l'ATP synthase s'apparente à une telle machine. Le passage successif de 3 ou 4 protons de l'espace intermembranaire vers la matrice se fait donc par la partie F0
de l'ATP synthase. Et ce passage va induire une rotation du manchon de sous-unité C, une rotation de 120 degrés, c'est-à-dire d'un tiers de tour, dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre. Le manchon de sous-unité C fonctionne donc comme un rotor, c'est-à-dire comme la partie qui tourne dans une machine. Et cette rotation du manchon de sous-unité C va transmettre alors ce mouvement de rotation à la tige axiale gamma qui est connectée à ce manchon et qui donc, elle aussi, va tourner. La couronne de sous-unité alpha et bêta de la partie F1 va se comporter alors comme un stator fixe parce qu'elle est reliée à la sous-unité de type A non mobile de la partie F0 par l'intermédiaire des bras que forment les sous-unités B et B'. Le passage de protons par la partie F0 va entraîner donc un mouvement de rotation de l'axe gamma qui est représenté ici sur ces coupes transversales en orange. La rotation de cette sous-unité gamma va modifier de façon cyclique la conformation de chaque sous-unité bêta représentée ici en rouge. Ainsi, à chaque moment, les trois sous-unités bêta de la partie F1 sont chacune dans un des trois états conformationnels différents que je viens de vous décrire. Chaque rotation de 120 degrés de la sous-unité gamma, c'est-à-dire chaque rotation d'un tiers de tour, va permettre la libération d'une molécule d'ATP de la partie F1. À chaque rotation complète de la sous-unité gamma, il y a donc production de 3 ATP. Et le rotor effectue à peu près 130 tours par seconde. Donc chaque ATP synthase constitue un véritable petit moteur de nature moléculaire qui va libérer 390 molécules d'ATP par seconde. L'ATP synthase permet donc de convertir l'énergie du gradient de protons en molécules d'ATP, et cet ATP, produit ainsi par la mitochondrie, représente une énergie chimique utilisable ensuite par la cellule. Le gradient de protons est donc un réservoir potentiel d'énergie convertible en ATP. Cette synthèse d'ATP, qui est permise par les réactions d'oxydation de la chaîne respiratoire, mettant en jeu ensuite les ATP synthase, est appelée la phosphorylation oxydative. La production d'ATP par les ATP synthase met en jeu un couplage osmochimique, c'est-à-dire un couplage entre une réaction osmotique et une réaction chimique. La réaction osmotique est le transport passif de protons à travers les ATP synthase, de l'espace intermembranaire vers la matrice. La réaction chimique qui est couplée à ce transport est la phosphorylation de l'ADP en ATP. Mais dans des conditions particulières, c'est-à-dire si le gradient électrochimique de protons tombe au-dessous d'un certain niveau, l'ATP synthase peut alors fonctionner comme une ATPase H+, c'est-à-dire comme une pompe à protons réalisant un transport actif primaire de protons. On a dans ce cas un couplage inverse, c'est-à-dire un couplage chimio-osmotique. L'ATP synthase va hydrolyser l'ATP en ADP, ce qui permet la rotation du rotor, mais cette fois, cette rotation va se faire en sens inverse par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et cette rotation va provoquer l'expulsion active de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire, ce qui permet ainsi de reconstruire le gradient électrochimique de protons. Le fonctionnement de la chaîne respiratoire permet donc deux processus importants. Il permet d'une part la synthèse d'ATP par le processus de phosphorylation oxydative, mais il assure aussi, d'autre part, la réoxydation des coenzymes, indispensable pour les étapes en amont que sont la glycolyse, le cycle de Krebs, et la bêta-oxydation des acides gras.
Le transfert de 2 électrons du NADH au dioxygène par l'intermédiaire des complexes 1, 3 et 4 est accompagné du transport actif, c'est-à-dire de la translocation active d'une dizaine de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Or, nous avons vu que la synthèse d'une molécule d'ATP par l'ATP synthase est couplée au retour passif de 3 protons vers la matrice. Donc, la réoxydation d'un NADH générant une translocation de 10 protons va permettre la production de 3 ATP par phosphorylation oxydative. La succinate déshydrogénase, qui est une enzyme qui catalyse la 6e étape du cycle de Krebs, va produire, à partir du succinate, un fumarate et un FADH2. Nous avons vu que cette enzyme fait partie du complexe 2 de la chaîne respiratoire. La réoxydation d'un FADH2 par la chaîne respiratoire va fournir moins d'ATP par phosphorylation oxydative que le NADH. En effet, le complexe 1 se trouve alors court-circuité et contrairement au complexe 1, le complexe 2 n'est pas le site d'une translocation de protons. Les 2 électrons cédés par un FADH2 vont donc circuler par l'intermédiaire des complexes 2, 3 et 4 et les complexes 3 et 4 sont le site chacun de la translocation d'environ 3 protons. Ainsi, la réoxydation d'un FADH2 est accompagnée d'une translocation d'environ 6 protons et cette translocation de 6 protons permet donc la synthèse de seulement 2 ATP. Le gradient électrochimique de protons permet aussi la réalisation de transports à travers la membrane mitochondriale interne. Ce gradient de protons permet ainsi le fonctionnement du sympore pyruvate proton, ce qui va coupler la glycolyse au cycle de Krebs. Ce gradient de protons va permettre aussi le fonctionnement de l'antipore ADP 3-, ATP 4-, ce qui permet à la mitochondrie d'exporter l'ATP qu'elle produit et d'importer dans la matrice l'ADP pour le phosphoryler ensuite en ATP. Et c'est la composante électrique du gradient électrochimique de protons qui va permettre le fonctionnement de cet antipore ADP-ATP. Ce gradient électrochimique de protons assure aussi le fonctionnement du sympore phosphate inorganique proton, permettant ainsi à la mitochondrie d'importer dans la matrice le phosphate inorganique qui est nécessaire ensuite à la phosphorylation de l'ADP en ATP. Toute l'énergie accumulée dans le gradient électrochimique de protons n'est donc pas investie dans la production mitochondriale d'ATP, mais une partie de cette énergie sert au fonctionnement des transporteurs présents sur la membrane mitochondriale interne. Le gradient électrochimique de protons permet aussi le fonctionnement de l'UCP1. L'UCP1 est une protéine de découplage présente sur la membrane interne des mitochondries des adipocytes du tissu adipeux brun. Le tissu adipeux brun des mammifères, qu'on appelle aussi la graisse brune, est un tissu qui est particulièrement abondant chez le nouveau-né. L'UCP1 est un canal à protons qui permet le retour passif des protons de l'espace intermembranaire, où ils sont stockés, vers la matrice mitochondriale. L'UCP1 dissipe donc le gradient de protons qui a été généré au départ par le fonctionnement de la chaîne respiratoire. L'UCP1 court-circuite ainsi les ATP synthase. Et donc l'énergie du gradient électrochimique de protons est convertie cette fois non plus en ATP, mais en chaleur. Il y a un découplage entre le fonctionnement de la chaîne respiratoire, qui génère toujours un gradient de protons, et le processus de synthèse d'ATP par les ATP synthase. Le sigle UCP signifie Uncoupled Protein, c'est-à-dire protéine de découplage. Cette UCP1 est aussi appelée la thermogénine puisqu'elle permet aux mitochondries
des adipocytes bruns de produire de la chaleur. La question 24 qui clôture cette vidéo était une question de synthèse. Il s'agissait ici de présenter un bilan du mécanisme de la respiration cellulaire en complétant notamment ce document. L'organite, qui est le siège de la respiration cellulaire, est donc la mitochondrie. Cette organite est limitée, nous l'avons vu, par une double membrane, une membrane mitochondriale externe et une membrane mitochondriale interne. Ces deux membranes délimitent deux compartiments, un espace intermembranaire situé entre les deux membranes et une grande matrice. Les replis de la membrane interne forment les crêtes mitochondriales. Le rond vert qui apparaît ici représente la chaîne respiratoire qui est présente sur ces crêtes. De même, les sphères pédonculées ou ATP synthase sont présentes sur la membrane interne et la tête des ATP synthase est représentée ici, ces têtes étant exposées au compartiment matriciel. La respiration cellulaire est un processus d'oxydation totale des nutriments, c'est-à-dire essentiellement des glucides et des acides gras, mais aussi parfois des acides aminés. Le cycle de Krebs est un carrefour important du catabolisme oxydatif matriciel, au cours duquel des coenzymes qui sont au départ sous leur forme oxydée vont se trouver réduits, et ces coenzymes réduits représentent ainsi un pouvoir réducteur. L'oxydation des nutriments s'accompagne aussi d'une décarboxylation et donc d'un rejet de dioxyde de carbone par suite de la rupture de toutes les liaisons covalentes entre les atomes de carbone de la matière organique de départ. Le CO2 est un des deux déchets de la respiration cellulaire. Les coenzymes réduits vont être réoxydés par la chaîne respiratoire et les électrons donnés par ces coenzymes réduits vont ainsi être transférés le long de cette chaîne respiratoire jusqu'au dioxygène. Le dioxygène est l'accepteur final de ces électrons et il va se trouver ainsi réduit. Le dioxygène est donc consommé lors de la respiration cellulaire et ce dioxygène est réduit en H2O, en molécules d'eau, après le CO2. H2O est donc le second déchet de la respiration cellulaire. La réaction globale d'oxydoréduction au cours de laquelle les coenzymes sont réoxydés et le dioxygène réduit, conduit à une libération d'énergie que les ATP synthase utilisent pour produire de l'ATP qui est exportable ensuite hors de la mitochondrie. La mitochondrie est un organite énergétique qui fournit l'ATP à l'ensemble de la cellule et en résumé, la respiration consomme de la matière organique et du dioxygène, elle libère du CO2, de l'eau et une grande quantité d'ATP. Globalement, au cours de la respiration, la matière organique de départ est oxydée en CO2 et le dioxygène est réduit en H2O. Cette réaction globale d'oxydoréduction libère de l'énergie sous forme d'ATP. On peut reprendre ici le bilan de la respiration cellulaire en partant d'une molécule de glucose. À partir d'une molécule de glucose, nous avons vu que la glycolyse produit 2 ATP, 2 NADH et 2 pyruvate. Le pyruvate pénètre ensuite dans la matrice de la mitochondrie et sa décarboxylation oxydative aboutit à la formation d'un CO2, d'un NADH et d'un acétyl-CoA. L'acétyl-CoA est ensuite totalement oxydé par le cycle de Krebs. Pour chaque molécule d'acétyl-CoA qui entre dans le cycle de Krebs, ce cycle conduit à la libération de 2 CO2, de 3 NADH, d'un FADH2 et d'un ATP. Les coenzymes réduits issus de la glycolyse, mais issus aussi de la décarboxylation oxydative du pyruvate et surtout issus du cycle de Krebs, ont des électrons à haut potentiel de transfert
et ces coenzymes réduits contiennent finalement l'essentiel de l'énergie chimique du glucose de départ. Ces coenzymes réduits, que sont le NADH et le FADH2, représentent le pouvoir réducteur que la mitochondrie va ensuite utiliser. Ces coenzymes réduits vont être réoxydés par la chaîne respiratoire de la membrane mitochondriale interne. Ainsi, l'énergie des électrons à haut potentiel de transfert va permettre de pomper des protons hors de la matrice mitochondriale vers ce mince espace que constitue l'espace intermembranaire. Il s'établit un gradient de concentration de protons à travers la membrane interne. Ce gradient électrochimique de protons va permettre de faire fonctionner les ATP synthase. L'ATP synthase étant une enzyme capable de phosphoryler l'ADP en ATP grâce à l'énergie emmagasinée au départ dans ce gradient électrochimique de protons. Et on estime que le catabolisme oxydatif complet du glucose par le processus de respiration cellulaire nécessitant mitochondries et dioxygène produit finalement entre 30 et 32 molécules d'ATP à partir d'une molécule de glucose. Ce processus de respiration cellulaire est 15 fois plus efficace que la voie du métabolisme anaérobie qui a lieu par exemple dans les hématies, qui sont des cellules dépourvues de mitochondries. En effet, le métabolisme anaérobie, qui ne nécessite ni le dioxygène ni la mitochondrie, produit seulement 2 ATP par molécule de glucose, c'est-à-dire en fait les 2 ATP issus de la glycolyse. Lors de cette présentation du rôle énergétique de la mitochondrie, nous avons vu la réalisation d'une succession de processus de conversion énergétique, puisque l'énergie chimique de la matière organique de départ s'est successivement retrouvée dans le pouvoir réducteur que représentent les coenzymes réduits, puis dans un gradient transmembranaire de protons, puis dans une énergie mécanique liée à la rotation de certains éléments de l'ATP synthase, et enfin dans l'énergie chimique que constitue la molécule d'ATP produite. Finalement, la mitochondrie est un organite de conversion chimio-chimique permettant de transformer une forme d'énergie chimique en une autre. La forme d'énergie chimique de départ est la matière organique que représentent les nutriments, et cette forme d'énergie n'est pas directement utilisable par les cellules. Mais la forme d'énergie obtenue à l'arrivée est constituée par les molécules d'ATP produites par la mitochondrie, et ces molécules d'ATP représentent une forme d'énergie directement utilisable pour la plupart des travaux cellulaires. Cette 7e vidéo d'exploitation de documents de biologie arrive à son terme. Elle avait pour objectif de reprendre en détail les mécanismes permettant à la mitochondrie de synthétiser de l'ATP. Mais nous verrons dans la prochaine vidéo que la production d'ATP n'est pas le seul rôle des mitochondries. Je vous donne rendez-vous dans la 8e vidéo pour explorer d'autres fonctions exercées par les mitochondries dans les cellules eucaryotes.